membres de l'ordre des avocats, ils ne pouvaient plus assurer leur rôle de commis d'office qu'ils faisaient à tour de rôle, ou bien ils le faisaient parfois sur leur propre denier parce que l'État refusait de payer. Ça montre, si ce n'est pas une faillite, un dysfonctionnement sérieux et avéré de la justice dans notre pays. Absolument rien que ce fait-là. Ça veut dire qu'on a eu des procès et des condamnations de personnes au pénal qui n'ont pas eu la possibilité d'être représentées ne fût-ce par un avocat commis d'office. Rien que sur le fonctionnement, je ne vais même pas partir sur les uns et les autres qui sont en prison à tort ou à raison, ou des raisons qui ont été inventées. On pourrait en faire les débats toute la nuit, mais je pense qu'on les a déjà fait au préalable. Mais rien que sur ce fait-là, je suis choqué. Absolument. Parce que là, on parle de justice. Je ne vais même pas parler du deux poids, deux mesures qui existent dans le pays, où on va interdire à certaines organisations politiques ou bien partis politiques des rassemblements et à d'autres on laisse. On va condamner des gens pour des propos, mais ceux qui sont proches du pouvoir et qui arrivent à ouvrir leur gosier, ou bien ce qui leur sert de bouche assez grand pour avaler tous les détritus qu'ils pourraient avaler, je donne une image. Ceux-là, en aucun cas, ils ne sont condamnés ni convoqués pour rendre compte des propos qu'ils ont pu avoir ici et là. Là, ça montre encore une défaillance. Justement, et c'est justement ce qui confirme que quand on le dit et quand on vient dénoncer ce genre de choses, c'est parce qu'on aime notre pays en tant que citoyen. On aspire à être dans un pays où les pouvoirs fonctionnent normalement, même si tout ne peut pas être parfait, mais que quand même sur les principes de base, que nous puissions respecter ces principes d'équité-là, de droit à la justice, d'équitabilité de procès, et que ça ne soit pas pour des motifs fallacieux, des motifs d'acharnement politique, ou parce que quelqu'un a utilisé aujourd'hui des réseaux sociaux, vous imaginez, on parle des gens potentiellement qui ne sont pas armés, jusqu'à preuve de contraire, le port d'armes n'est pas quelque chose qui est permis au Bénin. Donc on parle des citoyens qui ne portent pas d'armes, mais qui juste utilisent leur cerveau, qui prennent position par rapport à la manière dont le pays est géré, mais pour ces prises de position sur des outils qu'on a aujourd'hui à notre ère, qui sont les réseaux sociaux, puissent être condamnés aussi gravement pour des motifs de terrorisme, de tout ce que vous voulez. On en est là. Aujourd'hui, critiquer sur Facebook, le thème même critiquer, c'est même un thème pour moi qui est un peu trop fort, c'est-à-dire opiner dans le champ politique, que ça soit en opposition. On n'est pas obligé de dire la même chose que tout le monde, mais on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, opiner dans le champ politique, sur Facebook, en toute responsabilité, hein, et très souvent, même en aucune violation de quelques codes qu'on peut se venir nous vendre, parce que le code du numérique même dont on parle, nous le connaissons, nous qui prenons la parole. Nous l'avons lu, nous l'avons étudié. Malheureusement, on se rend compte que nous faisons souvent des débats avec des gens, visiblement, de par leur prise de position. C'est pas des choses qu'ils lisent forcément. Donc, nous lisons justement ces éléments. Et c'est en connaissance de cette cause-là que nous prenons la parole. Mais, qu'on se rend compte que quand ça devient gênant et que la personne peut constituer un obstacle politique, qu'on puisse parce qu'on a justement un certain nombre d'attributs du pouvoir de notre côté aujourd'hui, ce qui ne peut pas forcément être le cas demain, parce qu'en termes de pouvoir c'est éphémère, ça change tout le temps, et qu'aujourd'hui on en est là parce que des gens ont pris ont pris des positions et opinent dans le champ politique qui soient condamnés pour ces genres de motifs. C'est dommage, c'est dommage, et nous ne devons pas nous taire parce que le pays il appartient à nous tous. Que ça soit nous aujourd'hui, que ça soit d'autres personnes demain, il appartient à nous tous. Et nous devons savoir que ces cris d'alerte que nous lançons, c'est justement pour préserver cette paix. Contrairement aux gens qui, parce que nous prenons la parole, pour rappeler ces petites dérives qui souvent arrivent à se faire voir, ça et là, qui pensent que lorsque nous sommes dans cette position, c'est parce que nous voulons mettre le pays à feu et à sang. Absolument pas. Je pense que c'est même ceux-là qui constituent le garde-fou et qui constituent
ce cri d'appel là, à chaque fois qu'on fait pour ramener et rappeler nos dirigeants de dire qu'ils doivent faire le maximum pour respecter un certain nombre de principes de base, de justice, parce que s'ils ne le font pas... Ok, on va permettre à M. Zohon de prendre la parole maintenant, parce qu'il attend quand même, ça fait un moment. Oui, M. Zohon, prenez la parole maintenant. Et merci de continuer à partager le live aussi, tous les amis, et aimer aussi le live. Bonsoir, Monsieur Djosoum. Merci pour votre panel, merci pour la parole que vous donnez, et merci surtout pour la rigueur dont vous faites preuve, malgré ceux qui essayent d'intimider, car personne ne sera intimidé ici, absolument pas, qui qu'il soit. Chacun attendra l'ordre, parce qu'au moins on est sur un panel sérieux, parce qu'on voit le travail qui est fait sur YouTube notamment. J'applaudis ce travail-là de deux mains, parce que c'est un travail qui est un travail objectif, qui ramène des informations. Et c'est assez important, et je trouve d'ailleurs qu'il n'est pas assez reconnu, absolument. Ça, c'est déjà un point de vue. Eh oui, parce que c'est ceux qui sont en bas et qui sont en train de faire les guignols, il faut continuer à faire les guignols. Moi, je suis passé par là parce que j'ai vu le sujet d'une part, mais c'est surtout l'intervention de Monsieur Djihad. Il faut qu'on arrête, nous, Africains, nous, Béninois. Nous ne pouvons pas laisser des gens qui sont totalement illégitimes venir prendre position ou bien venir nous donner des leçons. Parce que Monsieur Djihad, oui, il a la nationalité béninoise, parce que Monsieur Djihad, on vous a déjà rencontré plusieurs fois. Hein. On vous a déjà rencontré plusieurs fois. On a essayé de décortiquer qui se cache derrière cet avatar. Et on a compris pas mal de choses au travers de vos propos sur les panels où on s'est déjà rencontrés. Donc, c'est pas ici que vous allez essayer de nous faire croire que vous n'êtes pas politique. Sinon, vous êtes malhonnête envers vous-même et vous êtes pas honnête sur les paroles que vous avez tenues sur les autres panels où on s'est rencontrés. C'est le minimum des choses, c'est la sincérité. On peut ne pas être d'accord sur les idées, mais il faut savoir être sincère. Surtout quand on s'exprime en public, c'est assez important. Donc, Monsieur Djihad qui vient prendre, je sais pas les propos de qui, et vient nous donner des leçons pour dire que on est en train de pousser à la haine, on est en train de pousser au soulèvement, parce que c'est exactement les mêmes paroles que celles qui ont été reprises tout à l'heure. Tout le monde peut dire ça. Je dis tout le monde, et ça c'est moi qui le pense. Tout le monde, tout Béninois peut avoir une opposition d'idées avec un autre Béninois. Mais Monsieur Djihad, vous, avec vos origines, nous ne vous permettons pas cela. Nous ne vous permettons pas cette condescendance que vous avez, parce que même si nous avions la nationalité de votre pays, au sein de votre pays, nous aurions jamais, non mais jamais, au grand jamais, cette liberté d'expression que vous vous permettez. Vous vivez dans un pays, c'est une chose. Vous avez des droits dans ce pays-là. Restez à votre place. Faites ce que vous devez faire, faites votre business. Ne vous mêlez pas de la politique béninoise. Ne vous mêlez pas de la politique béninoise. Et surtout, ne donnez pas de leçons aux Béninois sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Parce que vous, quand ça chauffera, quand les choses changeront, jamais... ni vous, ni aucun de vos descendants en souffriront. Vous allez prendre l'avion et retourner vers la terre de vos ancêtres. Nous, on n'a que celle-là comme terre de nos ancêtres, on n'en a pas deux. Parce qu'il y a un adage qui dit « Nul n'est en sécurité, nulle part que chez soi ». Et ce n'est qu'au Bénin. Il n'y a aucun Béninois qui prendra le risque de pouvoir mettre ce pays-là à feu et à sang. Donc, ne soulevez pas des gens avec vos paroles. Ici, personne n'a eu de paroles insurrectionnistes. Personne n'en a eu. On parle de débat d'idées, on parle de confrontation d'idées, mais laissez les Béninois parler entre eux, ne venez pas nous donner des leçons. C'est oui, c'est ce qu'ils devraient faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, on ne va pas vous permettre là. Ça, c'est pas possible, on n'acceptera pas. Ça, c'est déjà le premier point. Parce que Monsieur Djihad, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés dans des panels. On vous a déjà donné nos points de vue à plusieurs. Et on vous a démasqué aussi. Parce que vous tournez en rond en disant que vous n'êtes pas politique, mais c'est vous qui connaissez les idées des politiques, c'est vous qui avez les secrets
C'est vous qui nous apprenez des secrets d'État ici. C'est vous qui nous apprenez des secrets de ce qui se dit dans les lieux sombres. Vous n'allez pas recommencer ce cinéma-là avec nous. Et surtout pas sur un panel aussi sérieux que celui de M. B. Africa. On ne va pas vous le permettre. C'est très important. Quant à la faillite de la justice, M. Djossou, je ne vais pas garder la parole longtemps, parce que, comme vous avez dit, on est plusieurs, il faut qu'on fasse tourner, que chacun donne ses points de vue. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais la finalité, jamais nous ne nous ferons la guerre, parce que nous avons une seule terre, et nous sommes une seule nation, c'est la nation béninoise. Sur la faillite de la justice, j'aurais tendance, parce que je ne sais pas si c'est une déclaration que vous faites ou si c'est un questionnement, vu qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, ou bien si c'est une déclaration, mais que ça soit l'un ou l'autre, il y a des points qui vont nous permettre de pouvoir quand même aller dans ce sens-là. Je vais juste prendre un point un des derniers points, une sortie. Vous savez, on a des jeunes avocats dans ce pays qui ont fait une déclaration en disant que ça fait des années qu'on assiste à des procès pénals où la défense n'a pas de représentation. Et ça n'a jamais eu personne. Ce cas a été mis en exergue, bizarrement, au moment du procès de la tentative de déstabilisation de l'État fait par l'ancien meilleur ami devenu le monstre. Ça, je reprends les propos du chef de l'État. C'est de sa bouche que c'est sorti que c'est son meilleur ami et que c'était même son homonyme, puisque lorsqu'on voyait Talon, on voyait M. Boko. Et c'est de la bouche de ce même chef d'État qu'il est sorti au travers de ce qui a été écrit dans Jeune Afrique, qu'il était devenu un monstre que lui-même a créé. Et c'est à ce moment de ce procès-là qu'on a pu voir ces jeunes sortir et nous signaler des faits qui, pour eux, sont là depuis 2023, où eux, en tant que membres de l'ordre des avocats, ils ne pouvaient plus assurer leur rôle de commis d'office qu'ils faisaient à tour de rôle, ou bien ils le faisaient parfois sur leur propre denier parce que l'État refusait de payer. Ça montre, si ce n'est pas une faillite, un dysfonctionnement sérieux et avéré de la justice dans notre pays. Absolument rien que ce fait-là. Ça veut dire qu'on a eu des procès et des condamnations de personnes au pénal qui n'ont pas eu la possibilité d'être représentées ne fût-ce par un avocat commis d'office. Rien que sur le fonctionnement, je ne vais même pas partir sur les uns et les autres qui sont en prison à tort ou à raison, ou des raisons qui ont été inventées. On pourrait en faire les débats toute la nuit, mais je pense qu'on les a déjà fait au préalable. Mais rien que sur ce fait-là, je suis choqué. Absolument. Parce que là, on parle de justice. Je ne vais même pas parler du 2 poids 2 mesures qui existe dans le pays, où on va interdire à certaines organisations politiques ou bien partis politiques des rassemblements et à d'autres on laisse. On va condamner des gens pour des propos, mais ceux qui sont proches du pouvoir et qui arrivent à ouvrir leur gosier, ou bien ce qui leur sert de bouche assez grand pour avaler tous les détritus qu'ils pourraient avaler, je donne une image. Ceux-là, en aucun cas, ils ne sont condamnés ni convoqués pour rendre compte des propos qu'ils ont pu avoir ici et là. Là, ça montre encore une défaillance. Et oui, parce que malheureusement, ce que je n'aurais jamais pu croire dans ce pays, le Bénin, surtout à la tête de celui qui nous a vendu la probité, c'est dommage. Mais toute la responsabilité ne peut pas venir au chef de l'État, absolument pas. La responsabilité revient surtout aux Béninois. Parce que c'est nous qui avons accepté, c'est nous qui avons voté. Et 2 fois de suite, c'est nous qui avions validé les députés
Quels qu'ils soient, ce sont des Béninois qui ont voté pour eux. Et c'est là où les Béninois devront prendre leurs responsabilités dans les jours et mois à venir pour changer leur destin. Parce que de la même manière que nous avons pu être déçus, nous pouvons faire changer les choses. Et ça, personne ne pourra empêcher les Béninois de prendre leur destin en main. Quel qu'il soit et quel que soit le bord. La réalité qui est là, elle est frappante et on ne pourra jamais la changer. C'est que c'est le peuple qui est souverain, quoi qu'il arrive. Et je vais rester sur ces paroles-là et passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zohon. Je vais permettre à Afro Optimist de prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir à tous sur le panel. Donc, par rapport justement au thème que tu as mis sur ton panel aujourd'hui, déjà, je te dis félicitations pour le travail que tu fais. Et sur YouTube, je sais que c'est très difficile de pouvoir atteindre ce nombre d'abonnés si on produit un contenu qui est essentiellement politique. Donc, félicitations pour les 100 000 abonnés. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent lorsque les types de contenus sont plus ou moins à caractère ludique, si c'est la blague, la comédie, la musique, etc. Donc, ça veut dire que tu fais un travail de fond et les gens comprennent, parce que si les gens s'abonnent, c'est parce qu'ils en tirent de la matière. Et donc, c'est absolument quelque chose qu'on doit féliciter. Et nous t'encourageons beaucoup à continuer justement sur cette lancée, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les plateformes sociales constituent plus que jamais justement une alternative d'expression de la parole quand on est généralement dans des pays où les gouvernants ont tendance justement à installer une forme de pensée unique au sein des médias traditionnels, où aujourd'hui il n'y a pratiquement pas de débat politique. Donc on a l'impression que l'expression sur le débat politique n'existe pas, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche où vous voulez dire les choses comme vous le pensez, ou qui soit en opposition avec la manière dont les choses se passent maintenant, on vous donne pas la possibilité. Donc si vous êtes média et que vous voulez vous installer, vous avez un seul choix, soit votre ligne éditoriale, c'est de soutenir l'action du gouvernement en place. Donc je t'encourage beaucoup à le faire. C'est vrai qu'avec TikTok maintenant on commence à prendre aussi, et j'espère que dans les jours et les mois à venir, que tu puisses aussi atteindre cette même audience là sur TikTok. Donc félicitations déjà pour ton travail. Ça c'est déjà mon premier point. Alors sur le sujet que tu viens de mettre, ce n'est pas nouveau. On a déjà traité. C'est vrai que la répétition multiforme et pédagogique, on va continuer justement à le faire dans une démarche on va dire d'éveiller beaucoup plus les consciences, de permettre justement aux Béninois de prendre conscience de ce qui se passe, de la manière dont l'administration elle est gérée dans notre pays, parce que en tant que citoyen, peu importe si nous avons des responsabilités politiques ou pas, qu'elles soient nominatives ou électives, même si nous sommes un citoyen lambda, nous devons justement prendre conscience politiquement, et même à nos divers postes, divers positions, nous devons interagir avec les différents pouvoirs de notre pays, qu'ils soient exécutifs, judiciaires, législatifs, et qu'ils soient aussi les pouvoirs, le quatrième pouvoir qui est celui de la presse. Donc je pense que c'est dans cette démarche-là que nous faisons ces lives, justement pour moi, qui ont un but éducatif. Et quand nous intervenons justement sur cela, c'est de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments de connaissances, que nous puissions les partager entre nous ici, et que ceux qui nous écoutent aussi puissent en tirer ce qu'ils peuvent en tirer s'ils estiment que les propos que nous tenons nécessitent justement un certain nombre d'attention. Donc comme Zora l'a dit, sur le cas de la justice, nous avons déjà longuement débattu de cette question de la justice. Tu as mis un certain nombre d'images de personnes politiques, pour certains journalistes. Je vois le frère Steve Amoussou, et beaucoup plus récemment, nous avons un jeune monsieur Apollinaire Aboyon, président d'un parti dit d'opposition, qui a été justement arrêté il y a 72 heures. On ne connaît pas encore les raisons, les motifs clairs de son arrestation. En tout cas, il a été livré justement aux autorités compétentes. On verra bien la suite
quel est le motif qu'on va lui coller. Mais on a l'impression qu'on a l'habitude déjà et on sait à peu près à quoi on va s'attendre, parce que ce n'est pas quelque chose c'est pas nouveau, c'est assez répétitif. On l'a déjà eu par le passé avec plusieurs hommes politiques, et c'est tous ces éléments qui montrent justement que qui nous amènent à nous questionner sur le fonctionnement réel de notre justice. Nous avons eu avec un certain nombre de procès, notamment des hommes par le passé qui, pour des motifs qu'ils soient réalistes, vrais ou faux, ont été condamnés. On a vu à cause de leur position politique. On a quand même mis en place des motifs assez graves pour des personnes comme le professeur Joël Aïvo. Moi, je dis on a emprisonné la connaissance quand on parle d'un professeur justement de droit constitutionnel, donc un constitutionnaliste, dont la place devait justement être au sein de nos lieux de savoir pour donner cette connaissance-là à nos frères, à nos enfants aussi qui sont inscrits de part et d'autre dans nos universités, en faculté de droit, mais ça fait quand même 3 ans que ça dure, et pour un motif qu'on connaît bien. Mais lorsque nous connaissons justement la sociologie de notre pays et le contexte dans lequel son arrestation a été effectuée, c'est normal que nous puissions nous poser un certain nombre de questions. Après, on peut nous expliquer que dans aucun pays au monde, la justice ne fonctionne comme ça, qu'il y a toujours des dérives. Je suis d'accord, je peux comprendre que en fait, ça va pas faire l'unanimité. Même les pays qu'on a l'habitude de citer comme grande démocratie, il peut y arriver qu'on ait un certain nombre de tractations, mais sur le principe d'équité et de justice, nous remarquons, malgré que ça soit des gens qui soient au pouvoir et qui ont la possibilité de pouvoir utiliser leur pouvoir et influencer la justice à leur fin, on voit que quand même sur les principes de base d'équité, c'est-à-dire, je donne un exemple très simple, de déroulement de procès. C'est-à-dire qu'on a un procès, on donne la possibilité à la personne de venir se défendre, on donne la possibilité à la personne d'être représentée par un avocat, et que même la configuration normale de ce qu'on doit avoir dans un tribunal pour qu'un procès puisse être appelé un procès, que ces principes-là, malgré que on puisse nous faire croire que oui, la justice, elle n'est nulle part dans aucun pays au monde, parfaite, mais que nous nous rendions compte que malgré cela, dans ces pays-là, ils font preuve d'avoir quand même ce minimum, ce que nous n'avons même déjà pas dans notre pays. Et ça, il faut avoir la capacité de le dire. Et le dire ne veut pas dire qu'on est en train justement d'être en opposition de facto par rapport à la personne de quelqu'un. On n'en a rien à foutre. En tout cas, moi, personnellement, si vous prenez les gens pris individuellement, les gens n'ont pas attendu justement le régime actuel pour exister. Les gens sont nés depuis, ils existent dans leur pays depuis, ils vaquent à leurs occupations, et je ne vois pas en quoi l'action de ces gens ou une opposition puisse venir remettre en cause la vie de ceux qui prennent la parole comme nous. On en a absolument rien à foutre, et quand on le dit, c'est pas justement, et c'est justement ce qui confirme que quand on le dit et quand on vient dénoncer ce genre de choses, c'est parce qu'on aime notre pays en tant que citoyen. On aspire à être dans un pays où les pouvoirs fonctionnent normalement, même si tout ne peut pas être parfait, mais que quand même sur les principes de base, que nous puissions respecter ces principes d'équité-là, de droit à la justice, d'équitabilité de procès, et que ça ne soit pas pour des motifs fallacieux, des motifs d'acharnement politique, ou parce que quelqu'un a utilisé aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous imaginez, on parle des gens potentiellement qui ne sont pas armés, jusqu'à preuve de contraire. Le port d'armes n'est pas quelque chose qui est permis au Bénin. Donc, on parle des citoyens qui ne portent pas d'armes, mais qui juste utilisent leur cerveau, qui prennent position par rapport à la manière dont le pays est géré. Mais pour ces prises de position sur des outils qu'on a aujourd'hui à notre ère, qui sont les réseaux sociaux, puissent être condamnés aussi gravement pour des motifs de terrorisme, de tout ce que vous voulez. On en est là. Aujourd'hui, critiquer sur Facebook, le thème même critiquer, c'est même un thème pour moi qui est un peu trop fort, c'est-à-dire opiner dans le champ politique, que ça soit en opposition. On n'est pas obligé de dire la même chose que tout le monde, mais on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, opiner dans le champ politique
sur Facebook en toute responsabilité, hein, et très souvent, même en aucune violation de quelques codes qu'on peut venir nous vendre, parce que le code du numérique même dont on parle, nous le connaissons, nous qui prenons la parole. Nous l'avons lu, nous l'avons étudié. Malheureusement, on se rend compte que nous faisons souvent des débats avec des gens, visiblement, de par leur prise de position. C'est pas des choses qu'ils lisent forcément. Donc, nous lisons justement ces éléments et c'est en connaissance de cette cause-là que nous prenons la parole. Mais, qu'on se rend compte que quand ça devient gênant et que la personne peut constituer un obstacle politique, qu'on puisse, parce qu'on a justement un certain nombre d'attributs du pouvoir de notre côté aujourd'hui, ce qui ne peut pas forcément être le cas demain, parce qu'en termes de pouvoir, c'est éphémère, ça change tout le temps, et qu'aujourd'hui, on en est là parce que des gens ont pris ont pris des positions et opinent dans le champ politique qui soient condamnés pour ces genres de motifs. C'est dommage. C'est dommage. Et nous ne devons pas nous taire parce que le pays, il appartient à nous tous. Que ce soit nous aujourd'hui, que ce soit d'autres personnes demain, il appartient à nous tous. Et nous devons savoir que ces cris d'alerte que nous lançons, c'est justement pour préserver cette paix. Contrairement aux gens qui, parce que nous prenons la parole, pour rappeler ces petites dérives qui souvent arrivent à se faire voir, ça et là, qui pensent que lorsque nous sommes dans cette position, c'est parce que nous voulons mettre le pays à feu et à sang. Absolument pas. Je pense que c'est même ceux-là qui constituent le garde-fou et qui constituent ce cri d'appel à chaque fois qu'on fait pour ramener et rappeler nos dirigeants de dire qu'ils doivent faire le maximum pour respecter un certain nombre de principes, de base, de justice, parce que s'ils ne le font pas, la conséquence ne va pas être la responsabilité des gens à un moment donné qui vont se rebeller. Je voudrais juste clarifier quelque chose. C'est-à-dire que lorsque nous voyons quelqu'un à un moment donné qui se rebelle, peu importe la nature de sa rébellion, nous jugeons justement l'acte, mais nous ne posons pas la question sur la cause de ce qui a conduit à cet acte-là. Nous traitons les conséquences du problème, mais nous ne nous aventurons pas à aller justement à la racine. Et quand nous allons à la racine, nous nous rendons compte que lorsque vous arrachez à un peuple tous ces mécanismes d'interaction qui ont été prévus justement par les dispositions légales dans la Constitution, d'accord, le droit justement à la marche de façon pacifique, mais là, ça veut dire qu'indirectement, si vous retirez ces droits, ces leviers d'expression de liberté, d'accord, de chez un peuple, vous contraignez ce peuple justement à aller au-delà, à faire recours à des voies qui, à des moments donnés, peuvent ne pas être pacifiques, mais ça c'est de la manipulation parce que lorsqu'ils vont le faire, vous allez leur pointer du doigt en disant mais c'est eux justement qui sont des fouteurs de troubles, c'est eux qui veulent mettre le pays à feu, à sang, mais vous ne vous questionnez pas sur la responsabilité de dire que est-ce que en son temps vous avez joué votre rôle de gardien, d'accord, et de protecteur de ces libertés et de ces leviers d'expression-là. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir la capacité de dire. Et je voudrais revenir pour clarifier justement les propos de Vidjenay qui ont été travestis, parce que à aucun moment il a parlé justement de violence. Ça, c'est aussi le problème que nous avons sur la sémantique d'un certain nombre de propos. Quand on parle de mobilisation populaire, je vais être très cru et je vais être très clair. Nous avons des abrutis, donc je pèse bien mes mots, nous avons des abrutis que quand ils entendent, quand on pense de mobilisation populaire, eux, dans leur psychologie et dans leur intellect, ils comprennent tout de suite, ils comprennent de façon systématique qu'on parle de violence. À quel moment une mobilisation populaire est une violence? Une mobilisation populaire, donc c'est une mobilisation d'un peuple. Un peuple qui n'a pas d'âme. D'accord? Jusqu'à preuve de contraire. Quel est ce tact et cette mobilisation qu'un peuple peut faire qui peut mettre en péril et qui peut secouer la sérénité d'un État ou d'un gouvernement qui a à sa disposition l'armée? Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte lorsqu'ils, à un moment donné, commencent à raconter des bêtises. Encore que cette disposition et ce levier dont le peuple dispose a été prévu par la Constitution, hein. Jusque-là, ça veut dire qu'on n'est même pas encore dans un cadre illégal. À quel moment, lorsqu'on parle de mobilisation populaire, les gens comprennent justement violence? Mais justement, ça veut dire que
il y a une absence de sérénité. Il y a une peur. Parce que si vous ne voulez justement pas que les gens se mobilisent pour exprimer leur ras-le-bol de façon pacifique, parce que vous devez savoir que la force du nombre, ça permet de changer beaucoup de choses. Le simple fait de savoir qu'il y a une grande représentativité des gens qui se mettent dehors, dans les rues, pour faire une demande, exprimer un mécontentement de façon pacifique. On l'a toujours eu au Bénin. Avec les sociétés civiles, les gens ont eu des marches sous le gouvernement de Yahya Boni. Nous l'avons vu. Et les mêmes aujourd'hui qui veulent nous donner des leçons en termes de bon fonctionnement de l'État étaient les mêmes qui étaient devant les fronts et ont été les initiateurs de toutes les formes de mobilisation que nous avons connues. Je ne vais pas en citer, vous les connaissez, on a eu les mobilisations, à son époque, on a eu droit à tous les jours de la semaine. C'était lundi vert, mardi rouge, mercredi jaune, samedi bleu, tout ce que vous voulez. D'accord? Et aujourd'hui, parce que ces gens-là, par concours de circonstances, se sont retrouvés à des postes qui leur ont donné un certain nombre d'attributs du pouvoir, qu'ils pensent qu'aujourd'hui, même leur silence pose problème. Parce que eux, lorsqu'ils étaient de l'autre côté hier, ils faisaient pareil. Maintenant, à quel moment, lorsque aujourd'hui nous avons des gens qui ont le même profil que ceux-là, qui sont aussi citoyens du Bénin, lorsqu'ils veulent faire la même chose que eux ils ont fait hier, à quel moment ça commence à embêter la sérénité? Ça veut dire que moi j'ai un problème. Moi, je ne peux pas comprendre que mon gouvernement ne soit pas serein. Moi, j'ai même un problème comme ça. Je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement, un État qui a à sa disposition l'armée ne peut pas être serein. Ça veut dire que demain, si nous avons justement, c'est parce que nous souhaitons une invasion extérieure, étrangère, nous ne pouvons pas avoir la confiance que l'État peut protéger le pays et ses citoyens si déjà ses propres citoyens, pour des raisons de mobilisation populaire, pacifique, sans armes et rien du tout, juste leur corps, leurs pieds et leur bouche, si cela crée déjà un climat d'insérénité, mais posez-vous la question si demain nous nous faisons envahir par des belligérants ou par des adversaires pour des raisons ou d'autres, avec des armes sérieuses, ça veut dire que nous ne pouvons pas être sereins en tant que peuple, que l'État va nous protéger. Moi, j'ai un problème. On peut optimiser ça. Encore 60 secondes pour... Absolument, absolument. Moi, j'ai un problème contre cette absence de sérénité que les gouvernants ou les gouvernements ont. L'État a souvent que lorsqu'on parle, ou même un certain nombre de Béninois, je ne connais pas leur position, peu importe leur position, lorsqu'on exprime en fait une nécessité de mobilisation populaire, qu'il y voit tout de suite de la violence et que ça commence à créer une peur. C'est dommage, c'est dommage. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui, lorsque vous poussez, parce que vous savez, les opinions, c'est comme des clous. D'accord? Lorsque vous tapez trop sur les opinions, vous ne faisiez qu'enraciner ces opinions-là. Donc, lorsque vous tapez trop sur un peuple, taper sur un peuple dont je parle, c'est quoi? Je vais vous faire une image simple. Lorsque vous le retirez, tous ces mécanismes d'interaction avec l'État, tous ces mécanismes d'expression, on nous parle il faut prendre une autorisation. On a même vu des gens, malgré qu'ils ont eu d'autorisation, d'accord, ils ont été quand même dispersés. Donc, lorsque vous retirez tous ces leviers-là d'interaction, d'accord, du peuple, qu'est-ce que vous lui donnez alors? Vous lui dites indirectement, en fait, tu n'as pas le choix que d'aller à la violence. Donc, en réalité, ce n'est pas le peuple, à ce moment, lorsqu'il fait office de violence ultime, parce qu'à ce moment, il n'aurait pas le choix. Ce n'est pas lui qui est responsable, mais c'est votre irresponsabilité, c'est votre incapacité à pouvoir garantir un environnement où le citoyen a la possibilité de pouvoir interagir et de pouvoir dire un certain nombre de choses. C'est votre incapacité à garantir ce climat-là qui fait que la population, s'il est poussé à bout, sera obligé à un moment donné de pouvoir verser dans ça et à ce moment, aucunement, il n'aura la possibilité d'être porté responsable. Je vais donc m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en une phrase, on allait dire même, le gouvernement devrait être heureux que le peuple continue de s'exprimer, que les gens continuent de prendre la parole, même si c'est plus officiel, même si l'opposition ne peut plus aller sur les chaînes publiques, au moins sur les réseaux sociaux, les gens ont quand même
la capacité d'extérioriser leurs pensées, de dire ce qu'ils pensent, au lieu que les gens se renferment sur eux. Et lorsque les gens se renferment sur eux-mêmes, ça explose un jour et puis ça devient incontrôlable. Donc, en principe, le gouvernement devrait féliciter tous ceux qui continuent de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de ce pays-là, de ce beau pays-là, le Bénin. Pépé, vous pouvez prendre la parole maintenant.